Bonjour à tous, nous allons faire la correction de l'extrait 4 qu'on n'a pas pu faire en classe. Alors, le sujet, vous l'avez sous les yeux, on ne va pas le relire, vous pouvez prendre le temps de bien le lire pour bien le comprendre. Moi, je vais résumer rapidement le problème. On vous dit qu'il y a un objet spatial donc, qui va être lancé à partir de la Terre, le Falcon Heavy, et l'objectif, c'est que ce Falcon Heavy, qui est composé de plusieurs propulseurs, donc un propulseur ici principal, au centre, et deux propulseurs latéraux, eh bien, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que quand Falcon Heavy va partir, le propulseur principal va partir, mais les deux propulseurs latéraux, qui ont permis au décollage, vont faire une manœuvre et être redéposés sur Terre en douceur pour être réutilisés ultérieurement. Donc dans cette partie, on s'intéresse à la phase finale de descente d'un des deux propulseurs qui est représenté par son centre de masse, Gp. Vous donnez donc pour son centre de masse l'allure de son altitude, ici en fonction du temps, l'allure de sa vitesse, ici en fonction du temps. Vous demandez en première question, en utilisant le principe d'inertie, d'interpréter le fait que la vitesse puisse être approximativement constante pendant une certaine durée, entre 420 et 430 secondes. Effectivement, quand on regarde la courbe, on voit bien que c'est, en termes de vitesse, très constant. On va déjà se rappeler que nous dit le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est en fait un cas particulier donc de la deuxième loi de Newton, qu'on a étudié déjà en seconde, juste sous ce cas particulier. C'est que si la somme des forces appliquées à un système est nulle, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Et mouvement rectiligne uniforme veut bien dire que la vitesse est constante. Alors effectivement, ici, graphiquement, on observe que pour la durée entre 420 et 430 secondes, on a une vitesse qui est à peu près constante. Pour ça, on l'interprète comment? On interprète ça par le fait que pendant cette durée-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces qui sont appliquées à Gp est nulle. Ensuite, lien entre vitesse et altitude. On vous demande de faire un schéma de la situation lors de la descente, sur laquelle figure le vecteur unitaire k, l'axe Z, et Gp, donc le centre de masse, et notre vecteur vitesse. Alors c'est assez simple, hein, c'est un mouvement qui est vertical, donc voilà, il est dirigé vers le haut, notre axe Z, comme indiqué ici sur le schéma, hein, Z est dirigé vers le haut, puis un petit vecteur unitaire, et puis notre centre de masse, donc quand il va descendre, le centre des masses va être vers le bas, et puis le petit vecteur vitesse, il faudra le diriger comme ça, on n'a pas pour le moment une valeur qui varie de toute façon, donc voilà, avec la vitesse v de notre centre de masse. On nous demande de rappeler la définition du vecteur vitesse du centre de masse. Le vecteur Vp, c'est égal tout simplement à la dérivée de la position par rapport au temps. En question E3, ils veulent qu'on établisse la relation entre la norme de cette vitesse et puis la dérivée de l'altitude. Là, je vois bien que j'ai la dérivée g, ce sera justement l'altitude. Pourquoi? Parce que ici, la position OG, c'est égal à quoi? OG, c'est égal à altitude selon le vecteur k. Donc, pour avoir le vecteur vitesse, on dérive OG. Donc, quand on le dérive, voilà ce que ça nous donne. J'ai remplacé OG par ZK. C'est la dérivée de Z par rapport au temps selon le vecteur k. Ils voulaient la norme. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai noté VP, ils vont noter juste V. Ils veulent la norme. Et bien, donc, la norme, c'est directement la dérivée de Z par rapport au temps. En question 3, on nous demande de déterminer graphiquement, en explicitant la démarche, la valeur de la norme du vecteur accélération dans la dernière phase de l'atterrissage quand t est supérieur à 467. Alors on vous donnait comme indice que c'était graphiquement, hein, ils auraient pu ne pas le mettre, hein, donc là on vous aide. Donc, de toute façon, on n'avait pas d'autre moyen pour le moment pour avoir l'accélération, donc graphiquement, on cherche l'accélération. On sait qu'on a quoi? On a la courbe de la vitesse en fonction du temps. Or, l'accélération, A, c'est égal à dv sur dt. Ça,
C'est ce qu'on sait. On sait que la vitesse, de toute façon, c'est un mouvement vertical vers le bas. Donc la vitesse n'est que selon une direction. Donc, en termes de normes, ici, la norme de l'accélération, je vais noter directement A, c'est la norme de la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour avoir l'accélération, il faut faire quoi? Il faut avoir la dérivée de la vitesse. Donc, à partir de 467, on va dire qu'on est à peu près à là, la vitesse est rectiligne. Donc, il suffit qu'on ait l'accélération, la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse va représenter la pente ici de cette droite. Donc, on va calculer cette pente-là. On prend 2 points sur la droite, donc ce volet, et on calcule la pente. Ici, on a trouvé, donc j'ai trouvé moins 13,5, et l'unité c'est des mètres secondes moins 2. Ensuite, la question suivante, on vous dit, pour modéliser l'atterrissage dans les 4 dernières secondes, on choisit de considérer que l'action de l'air est négligeable et que la masse du propulseur est constante. On note F, la force dite de poussée exercée sur le propulseur grâce à un unique moteur, Merlin en marche. Présenté sur un schéma sans souci d'échelle, les forces exercées sur le propulseur. Le schéma doit être d'accord avec les réponses aux questions précédentes. Alors, notre propulseur ici, il essaie de faire quoi? Il essaie de se poser. À la question 4.1, on va représenter ici notre propulseur. Donc, on va noter GP. Ce GP, il est soumis à quoi? Il est soumis à la force de gravitation. Et il est également soumis à une force dite donc de poussée. Donc, ça, c'est le poids. Hein. Une force de poussée. Donc, la force de poussée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet propulseur de descendre en douceur. Donc, elle exerce bien une force dans l'autre sens, sinon il tomberait encore plus vite, le propulseur. Hein. Donc, c'est bien une force qui est dans le sens contraire. Reste à savoir, cette force, elle est plus grande ou plus petite. On voit bien que l'accélération est négative, hein, donc forcément, cette force-là est plus grande que le poids. Donc, ici, elle est là, cette force exercée par le propulseur. Donc, j'ai noté F en norme plus grande que le poids, car l'accélération est négative. Donc elle le retient, ça qui lui permet de... En fait, elle le ralentit. Donc le fait de le ralentir, c'est bien que l'accélération est négative, donc cette force est plus grande. La somme des forces totales est dirigée vers l'arrière, et c'est pour ça que notre propulseur, il descend en douceur. Ensuite, question 4.2, on vous demande d'exprimer, évaluer la norme de la force de poussée. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force de poussée, plus le poids, est égal à M. Alors, quand on les projette, la force de poussée est vers le haut, donc on va la noter F. Le poids est vers le bas, on va la noter moins P. Et l'accélération, on a dit qu'elle était négative, donc elle est vers le haut, donc est égale à M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F, c'est égal à quoi? C'est égal à A plus le poids. La masse du propulseur, on la connaît, l'accélération également, le poids également. Donc, c'est-à-dire, on va aller chercher la valeur de la masse. Donc, la masse du propulseur, alors, on avait plusieurs masses, une masse à vide, une masse au décollage et une masse à l'atterrissage. Ici, on est bien à l'atterrissage, donc 25,3 tonnes. Donc, la masse, c'est 25,3 fois 10 puissance 3. Pour l'accélération, on avait trouvé 13,5. Et le poids, c'est égal à mg. Donc, 25,3 fois g, je rappelle, hein, égal à mg. Et le g, il doit être donné quelque part dans l'énoncé. On vous disait g 9,81. Et on trouvait la valeur de 5,72 10 puissance 5 newton. On passe à la partie B. C'est une partie beaucoup plus classique. Donc, représenter le schéma et représenter la force exercée par le Soleil sur Mars. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, en question 2, établir l'expression du vecteur accélération. On va appliquer la deuxième loi Newton. Donc ça, c'est des questions de cours. Cette deuxième loi Newton, on l'applique à Mars, à M.
donc qui nous dit que la somme des forces appliquées à M est égale à la masse de Mars, donc j'ai repris la notation, hein, M 10 M, fois l'accélération. Alors, il faut se poser la question, quelles sont les forces soumises à Mars? Alors, Mars n'est soumise qu'à une seule force, c'est la force gravitationnelle, dont on peut donner l'expression, puisqu'on a notre schéma ici avec le petit vecteur unitaire. Il faut faire attention, il y a un signe moins. Et donc, on reprend cette loi de Newton, on remplace la somme des forces justement par l'expression de la force de gravitation, et donc on obtient que moins g ms mm sur la distance au carré selon le vecteur u est égal à la masse de Mars fois l'accélération. La masse de Mars va simplifier des deux côtés et on en déduit l'expression de l'accélération. Ensuite, en question 3.1, on vous dit, à l'aide de l'expression du vecteur accélération dans le repère de Freinet, en déduire que le mouvement de Mars est également uniforme dans le référentiel héliocentrique. Donc c'est bien le Soleil qui est au centre de ce référentiel. On place ici notre petit repère de Freinet, n vecteur unitaire normal, et le vecteur unitaire tangent, et donc l'accélération dans ce repère de Freinet s'écrit v au carré sur r selon n plus dv sur dt selon t. Alors je rappelle que r, ça représente ici le rayon de notre cercle, donc en reprenant les notations, on ne va pas le noter r, mais on va le noter avec les notations, donc ça représente la distance de m à s. Donc d'un côté, on a l'accélération qui a cette expression-là, et d'un autre côté, l'accélération à cette expression-là, moins g ms dms au carré selon u. Mais on voit que le vecteur unitaire u et n sont des vecteurs tous les deux unitaires, mais opposés. Donc ça peut s'écrire g ms dms au carré selon le vecteur n. Donc de tout ça, on a une égalité d'une expression vectorielle qu'on peut projeter selon les deux vecteurs, selon le vecteur t et selon le vecteur n. Donc sur n, qu'elle va nous donner, on va déjà faire sur t. Quand on projette sur t, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dv sur dt est égal à, de l'autre côté, il n'y a rien sur t, est égal à 0. Donc de là, c'est quand on a projeté, projette. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que la dérivée de la vitesse sur t est égale à 0. Ça signifie donc que v est une constante. Le mouvement est donc circulaire, ça c'était dit, mais maintenant on sait qu'il est circulaire, uniforme. Et justement, à la dernière question, il faut exprimer, alors d'abord en question 3.2, en déduire l'expression de la valeur de la vitesse. Là, ça on va le faire en projetant cette fois sur n. Donc on est à la question 3.2. Donc là, on projette sur t. Et puis en question 3.2, on projette sur n. Donc on aura v au carré sur dms est égal à gms sur dms au carré. On simplifie et on obtient que v c'est égal à la racine de gms sur la distance. Tout ça avec une racine. Quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait 2,41 10 puissance 4 par seconde. On n'oublie pas de ramener la distance en mètres. En dernière question, on vous demande d'exprimer la période et de vérifier par un calcul qu'elle est voisine de 690 jours. Donc on sait que le mouvement est circulaire, ça veut dire que la vitesse on va essayer de donner son expression, donc la vitesse c'est d sur t. Donc on a un tour, c'est pour faire apparaître la période, c'est 2πr sur t. Ici, r c'est la distance, donc d'un côté on a cette expression de la vitesse, et puis d'un autre côté on a l'expression de la vitesse précédente de tout à l'heure. Donc on va mettre tout ça au carré, puisqu'on a une racine qui nous embête. Et quand on met tout ça au carré, nous, ce qu'on va essayer de sortir de tout ça, c'est l'expression de t. On va isoler t au carré. Et quand on isole t au carré, tout simplement, en remontant les éléments t au carré par là, le dms ici par là et gms ici en bas, on peut en déduire l'expression de la période. Et quand on fait un calcul numérique, on retombe effectivement sur la période qui est donnée dans l'énoncé. Voilà.